Justement, il y a un truc que j'ai appris depuis longtemps, et par mon passage au MIT, et puis après en arrivant à Stanford, c'est que vraiment, cette culture de l'échec est super importante. C'est-à-dire, il faut échouer. Alors, on peut échouer publiquement, mais dans une boîte, par exemple, l'échec, c'est pas faire l'échec total de la boîte. L'échec, c'est faire du pivot. C'est-à-dire, de temps en temps, il faut reconnaître qu'on a échoué dans la direction dans laquelle on va, et il faut pivoter vers une autre. Mon constat, c'est qu'effectivement, il faut être clair, nous avons les meilleurs ingénieurs du monde. On se flagelle en permanence en disant qu'on est nul, que notre école est nulle, que machin, tout ça. Certainement, au niveau de l'éducation, on a des trucs à faire parce qu'on laisse beaucoup de gens sur le bord de la route et donc ça, c'est embêtant. Mais nos élites, enfin, une fois qu'elles sont formées et qu'elles sont arrivées en haut, elles sont extraordinaires. Quand tu demandes à ChatGPT, on parlait de la bio tout à l'heure, si tu demandes à ChatGPT ta bio, il va y avoir plein d'erreurs. Il y aura plein de bêtises dedans, d'accord, pas plein, beaucoup, il va y en avoir. En fait, il y a eu, et ce qu'on ne dit pas, et ce que je vais vous dire aujourd'hui, il y a eu des études maintenant sur la pertinence de ChatGPT, parce que bon, c'est super d'en faire un dieu, en quelque sorte, ou d'en faire une encyclopédie universaliste, mais ce n'est pas l'encyclopédie universaliste, c'est le reflet du web. Et je pense qu'on sait tous, depuis quelques années maintenant, que sur le web, il n'y a pas que des trucs vrais. Parce que la communauté est clé, parce que l'entraide nous possède, on a décidé de mettre en lumière tous ces visionnaires. Bienvenue dans le podcast Build a City for Good de Daphne. Bonjour à tous, on se retrouve pour un nouvel épisode. Je suis en compagnie de Paul Bazin, investisseur chez Daphne. Hello Paul. Hello Sophie. Et de Luc Julia. Bonjour Luc. Sophie. Alors, Luc, tu as un parcours assez impressionnant, et donc je vais faire un mini résumé et après on rentrera dans le détail pendant l'épisode. Donc, tu es ingénieur et informaticien de formation. Tu me dis si je me trompe. Tu es spécialiste d'IA et plus globalement d'innovation et de transformation digitale. Tu es connu pour être à l'origine de Siri, ancien The Assistant. Tu es ancien chargé de l'innovation chez Samsung. Aujourd'hui, tu travailles chez Renault comme directeur scientifique. Tu fais même des chemisettes, on y reviendra. Tu es auteur de 2 livres, avec un nouveau livre qui vient de sortir, qui s'appelle « On va dans le mur ». Tu es français et américain, tu as passé déjà 25 ans dans la vallée, tu y habites encore. Et enfin, tu es chevalier de la Légion d'honneur. Wow. Est-ce que j'ai oublié des choses Ouais, il y a quelques petits trucs. Bon, c'est 30 ans dans la vallée. Ok. Ça me rajeunit, donc c'est sympa. Et sinon, ouais, il y avait un autre truc, mais c'est pas très grave. Et avant de rentrer dans ce grand parcours, Pierre-Éric tient à ce qu'on te pose la question qu'on t'a posée aussi pendant la vidéo. Comment est-ce que tu participes à rendre la cité meilleure, le Build a City for Good? Ouais. C'est un peu la première question qu'on pose à tous les invités. Moi, comment j'y participe? En essayant de trouver des technologies, d'inventer des choses qui permettent aux vrais gens de se sentir bien. Alors, qu'ils se sentent bien en utilisant les technologies que je peux leur fournir. Et donc, évidemment, ça fait partie après de leur vie dans la ville et partout où ils sont. Donc, essayer de rendre ces technologies utiles, et aussi en regardant, c'était on va droit dans le mur, le titre du bouquin, avec un point d'interrogation à la fin, ce qui est important, parce que ces technologies peuvent aussi être embêtante, dans le sens où ça peut utiliser beaucoup trop d'énergie, des choses comme ça. Donc c'est un tout, il faut comprendre, il ne faut pas faire des technologies pour faire des technologies, il faut faire des technologies pour les vrais gens, et pas des technologies qui vont détruire la planète. Donc c'est un boulot. Et une autre chose dans la bio, c'est 3 livres. Mais... Ah, zut. Et quand tu dis des technologies pour les vrais gens, est-ce que The Assistant, c'était le but de base? Oui, c'était le but de base. Alors, il faut se remettre dans le contexte. C'était des années 90, donc au début d'Internet. Au début d'Internet, on voit arriver ce machin qui va être gros. On sait que ça va être très très gros, une grosse base de données. Et on se demande comment on va l'interroger. Alors, c'est avant Google, donc c'est 98 Google. Donc avant Google, on ne sait pas vraiment comment on va pouvoir retrouver ces informations dans cette immense base qui est en train de se construire. Et donc l'idée, c'était de dire, on va avoir un assistant, un petit Gemini Cricket sur l'épaule, auquel je vais pouvoir demander de temps en temps, trouve-moi des trucs dans ce machin, dans cet Internet, trouve-moi des hôtels avec des piscines à San Francisco, trouve-moi la façon d'aller manger au restaurant, blablabla, etc. Donc c'était vraiment un assistant pour les fouiller,
pour aller ce qu'on appelle crawling, le web. Et c'était l'idée initiale. Alors ça s'est pas exactement passé comme ça après, mais l'idée de Assistant en 1997, donc quand ça a été officiellement créé, enfin quand on avait un prototype, c'était ça. Et ce qui te drivait à l'époque, c'était d'en faire une boîte, de faire un succès, de le faire connaître au plus grand gens, ou le challenge scientifique aussi que ça représentait, cette nouvelle technologie-là? Ouais, c'était impossible. Le truc qui est intéressant quand on fait de l'innovation, c'est qu'on fait des trucs impossibles, des trucs qui n'ont jamais existé et tout ça. Donc c'était impossible, mais en même temps, on savait que ça allait être utile pour les vrais gens. Je reviens sur mes vrais gens. Tout ce que je fais depuis le début de ma carrière, ce que j'essaye de faire, c'est de faire en sorte que ça va vraiment être utile pour ces vrais gens et que ça va être surtout facile à utiliser. Donc là, l'idée d'avoir un petit assistant sur ton épaule là, qui est là tout le temps, c'était de dire c'est vraiment facile à utiliser. Je lui pose une question toute simple et il va aller chercher le truc pour moi et il va surtout me le trouver. Ok. Et si on remonte un tout petit peu en arrière, avant tu as travaillé chez BMW, c'est ça, pour... Non, en fait, on a fait des projets quand j'étais à Stanford Research, dans le labo que j'avais créé qui s'appelait CHIC, le Computer Human Interaction Center, donc très français parce que je suis quand même très français. Donc CHIC travaillait effectivement pour des clients privés parce que le Stanford Research Institute, donc là où j'étais à Stanford, était essentiellement avec des projets militaires. Et moi, en tant que franco-américain, je n'avais pas le droit de faire des projets militaires, parce que j'ai pas les secrets défense, blabla, etc. Et donc, du coup, il fallait que je fasse des projets qui étaient civils. Et en l'occurrence, on a fait avec BMW la première voiture connectée en 1995. Une voiture connectée, tu as fait aussi des réfrigérateurs connectés. Le premier, il faut le dire, on avait une compétition importante avec le MIT, dans lequel j'étais quelques années avant. Et donc, on se battait avec le MIT pour faire le premier frigo connecté. Et on a fait le premier frigo connecté. Est-ce que c'est vrai que tu as fait un robot pour faire ton lit? Alors ça, c'était bien avant. Par contre, c'était quand j'avais 9 ans. Donc effectivement, il faut comprendre déjà, les générations d'aujourd'hui ne comprennent pas que faire le lit, c'est compliqué, parce qu'aujourd'hui, ils ont une couette, ils vont... Et c'est fini, quoi. Le lit, à l'époque, c'était des draps, plusieurs couches, des couvertures, machin, il fallait que ce soit carré. Et donc, j'ai fait un robot quand j'avais 9 ans. Bon, le robot, il n'a jamais marché, il a déchiré beaucoup de draps. Ma mère était furieuse, mais j'ai passé des centaines d'heures, donc j'aurais pu faire 20 000 fois mon lit, je pense, pendant que j'ai fait ce robot. Mais c'était super chouette, parce que il était assez rigolo à la fin. Et je regrette une chose, c'est que j'ai pas de photo de ce truc-là. Moi, quand j'en parle, j'ai la photo dans la tête, là, je revois évidemment. Mais j'ai pas de photo de ce robot, et je suis très triste, en fait, parce qu'il était magnifique. Et aujourd'hui, c'est toi qui fais ton lit? Aujourd'hui, je fais comme tout le monde, j'ai une couette et je fais tout. Et on peut ressauter à l'époque où tu as créé Siri et ce moment avec Apple, peut-être, le rachat. Alors d'abord, j'ai pas créé tout seul, on était deux au départ sur le premier brevet avec Adam Shire, donc mon pote de la vallée. Donc on est arrivés ensemble au SRI en 1994. Et donc, on a travaillé sur ce machin-là et on a écrit le premier brevet et à nos deux noms dessus. Et ça, c'était, comme j'ai dit, en 97. Donc, on a commencé à travailler en fait en 94 dessus, mais le brevet date de 97. Et Apple, Steve Jobs n'a vu ça qu'en 2009. Donc, il est acheté en 2010 et sorti en 2011. Donc 14 ans après le brevet. D'accord ? Donc ça prouve déjà une certaine résilience, on va dire, dans l'attente, une certaine patience. Mais ce qui était intéressant ici, c'est que nous, on avait cette idée donc de cet assistant qui allait chercher sur Internet. Et Jobs, quand il a vu le machin en 2009, il a tout de suite, évidemment, il venait de sortir, 2 ans avant, il venait de sortir le iPhone, et c'est lui vraiment qui a eu la vision de mettre ce truc-là dans le téléphone. Et ça avait du sens complètement. Maintenant, aujourd'hui, c'est évident, étant donné que le téléphone, on pouvait lui parler, évidemment, parce que c'est un machin avec un micro, et donc parler au téléphone au lieu de parler à quelqu'un à travers le téléphone, c'était un truc intéressant, et c'est lui qui a eu cette vision-là. Il a dit, il faut absolument que je mette ce machin dans mes iPhones, et donc c'est sorti dans l'iPhone 4S en 2011. Et c'était une bonne idée. La seule différence et la frustration qu'on a eue avec Adam, d'ailleurs on n'est pas resté longtemps chez Apple, la frustration qu'on a eue, c'est que la version qu'on avait en 97 avait à peu près 35 fonctionnalités,
Donc ça veut dire quoi, les fonctionnalités? Ça pouvait adresser 35 domaines, les restaurants, les hôtels, les machins. Enfin, c'était quand même assez particulier, hein, donc il fallait chercher des informations dans ces différents domaines, faire aussi les adresses, enfin les address book, les pages les contacts, les choses comme ça. Donc ça faisait pas mal de choses. Et donc quand c'est sorti en 2011, ça faisait que 4 choses. Donc ça pouvait appeler maman, ça pouvait effectivement chercher un tout petit peu dans nos contacts, ça pouvait regarder les trucs dans le calendrier. Bon, mais c'était super limité par rapport à l'idée originale. Et ça n'a pas beaucoup progressé. En fait, chaque fois qu'on demandait de nouvelles features, on nous interdisait de le faire globalement. Et la techno Siri est vraiment basée sur le brevet que vous avez publié en 97. Tout à fait. Il n'y a pas eu, on aurait pu embedder cette techno-là en 98 dans un ordinateur, ça aurait fonctionné pareil. Il n'y avait pas eu, en 14 ans, il n'y a pas eu d'avancée majeure technologique de speech to text ou autre. Non, c'était vraiment, en fait, à cette époque-là, le speech s'est un peu amélioré. On est passé de 75% à 83% peut-être pendant ces 10 années-là. Mais la technologie elle-même et la façon dont elle a été utilisée était vraiment celle-là. Et le prototype de 1997, c'était effectivement sur un PC. C'était pas sur un mobile. D'accord. Oui. Donc là, l'évolution, si tu veux, le machin qui a fait que c'est Steve Jobs qui a fait le job, finalement, c'était de mettre ça sur un mobile. Et tu dis dans une interview que, donc avant la sortie en 2011, vous travailez avec une équipe de 85 personnes, un peu en sous-marin chez Apple, que vous êtes même allé acheter le terrain pour les data centers à Portland. Ça a duré combien de temps, cette période? 1 an. Donc, en fait, on était 15 au départ. Et il a fallu monter l'équipe à 85, mais en sous-marin total. À l'intérieur d'Apple, on était cachés. On était une équipe cachée. Vraiment, c'est ce que fait Apple d'habitude. Ils aiment bien cacher les trucs avant que ça sorte. Et donc, complètement en sous-marin. Et on a dû tout faire de A à Z, effectivement, parce qu'il n'y avait pas vraiment les serveurs qui étaient disponibles et qui étaient pour faire du Siri. On sait tous aujourd'hui que Siri, en fait, ça réside pas dans le téléphone, mais ça réside dans le cloud. Et donc, il y avait un cloud déjà, il y avait le iCloud, mais il n'était pas du tout fait pour ça. Il était fait pour distribuer de la musique pour le iPod, globalement. Il n'était pas fait pour faire des interactions en direct. Il n'avait pas assez de capacité de calcul pour faire tourner Siri. Et donc, effectivement, il a fallu qu'on commence par construire le cloud. Donc, pour construire le cloud, ça veut dire construire des data centers, 2 data centers. Il a fallu acheter le terrain, il a fallu construire. Enfin, c'était assez fou parce qu'on a fait ça en 6 mois. Je vous donne pas le budget, mais c'était complètement débile. On avait budget illimité globalement. Et donc, on a fait ça. Il a fallu faire. Les équipes étaient aussi bien donc du côté ce qu'on appelle back-end, donc tous les serveurs jusqu'au front-end. Il a fallu s'intégrer à l'intérieur d'iOS pour que dans l'interface on ait le petit bouton Siri et puis que ça fasse des choses pour afficher, par exemple, sur l'écran des notifications, les choses, enfin, tout ce que fait Siri aujourd'hui. Et donc, on a fait ça effectivement en sous-marin. Et c'est compliqué à faire en sous-marin quand il faut s'intégrer à d'autres. Donc, c'était un peu sport. Et en plus de ça, il fallait effectivement grossir l'équipe parce qu'on savait qu'on allait être confronté à des millions d'utilisateurs. Dans la petite boîte qui était avant, sur laquelle on travaillait et sur laquelle Adam travaillait, en fait, à l'époque, il y avait 120 000 utilisateurs. Donc, de passer de 120 000 utilisateurs, les serveurs n'étaient pas les mêmes, etc. Donc, il a fallu faire beaucoup plus gros parce que le jour 2, donc en octobre 2011, en 6 mois, on est passé à 300 millions d'utilisateurs. Donc c'est un peu plus. Pas la même échelle. C'est pas la même échelle. C'était super. C'était évidemment dans ma philosophie de faire des trucs pour les vrais gens. C'était sympa. Alors on a vu que l'utilisation n'était pas exactement non plus ce qu'on avait imaginé, mais c'est aussi parce que les domaines, comme j'ai dit avant, ça a été super limité. Le temps passe et tu quittes Apple. La raison est le décès de Steve Jobs. Ouais, alors Steve Jobs était le visionnaire de ce machin-là. Je pense qu'il y a beaucoup de gens à l'intérieur d'Apple qui ne croyaient pas à Siri. Et donc, on s'est retrouvé avec un patron qui était un des sbires de Jobs, enfin qui croyait qu'il était un des sbires de Jobs et qui ne croyait absolument pas à la solution. Et donc, c'était très compliqué. À chaque fois, comme j'ai dit tout à l'heure, chaque fois qu'on voulait rajouter une feature, c'était des discussions sans fin. Et donc, à la fin, nous, franchement, on n'avait pas besoin. Donc, on s'est bien amusé. On a le truc qui est arrivé comme on voulait. 300 millions d'utilisateurs, 500 millions d'utilisateurs après 1 an.
Bon, on a dit, c'est bon, on peut faire autre chose. Et donc, c'est là que tu... Vas-y. Non, mais on peut faire autre chose, et puis on peut partir chez le concurrent. C'était pas vraiment une volonté de partir chez le concurrent. En même temps, c'était amusant. Donc moi, je suis là pour m'amuser quand même, globalement, en général. Donc c'était amusant, mais je suis parti chez le concurrent sans y faire la même chose. Parce que j'ai 2 passions dans la vie. C'est non seulement l'IA et effectivement la reconnaissance de la parole, les interfaces homme-machine, mais c'est aussi les objets connectés. Et le truc qui se passait, là, on est maintenant en 2011-2012, on commençait beaucoup à parler d'IoT, Internet of Things, donc les choses qui allaient se connecter à Internet. Moi, chez moi, j'ai une maison connectée depuis 1999, donc évidemment, c'est le genre de truc qui m'amuse. Et pour moi, c'est la même chose que l'intelligence artificielle, parce que vos objets connectés qui font quelque chose pour vous, c'est comme la machine qui fait le lit. Il faut qu'ils soient assez intelligents pour pouvoir communiquer avec vous. Et donc, je me suis demandé à l'époque, qu'est-ce qui va faire que cette Internet of Things va marcher ? Et la chose évidente, c'était, regardons la compagnie qui fait le plus d'objets. Et la compagnie qui faisait le plus d'objets, c'était Samsung. 1 milliard d'objets par an, ils vendaient. Et ils n'étaient pas connectés. Il y avait des téléphones, mais tout le reste, c'était pas connecté. Les aspirateurs, les frigos, les machins, tout ça. Je dis, mais c'est complètement idiot. Donc, je leur ai proposé. Il se trouve que je connaissais le président, parce que quand on est chez Apple, on connaît tout le monde. Parce que c'est des concurrents, mais c'est aussi 75% des composants du iPhone, c'est Samsung. Donc, à l'époque, au moins. Donc, je connaissais le président. Je lui ai dit, là, je vais être bientôt disponible. J'aimerais bien venir pour regarder un peu comment on pourrait créer le cloud de Samsung, en fait. Et le gars, il a signé tout de suite. Et voilà, donc je suis parti, mais pour faire vraiment ces objets connectés, pour créer le cloud. Et au bout alors ça a duré un peu plus de temps que ce que j'avais prévu, mais au bout de 5 ans, on avait créé ce cloud de Samsung dans lequel on a maintenant des milliards d'objets connectés. Donc là, c'est encore une autre échelle. Et c'est pour ça que c'est marrant, parce qu'on touche encore plus de gens. Moi, j'ai toujours la même philosophie, c'est toucher les gens, quoi. Et une fois le cloud créé, job is done, tu continues ta route ? Non, je suis parti. Ouais. Donc, en fait, je suis parti, mais pas longtemps, parce que je suis parti pour écrire un livre, pour écrire le premier livre sur l'IA que j'ai créé. Donc, celui que j'ai écrit, c'est celui qui s'appelle « L'intelligence artificielle n'existe pas », parce que là, maintenant, on est en 2017, à peu près, 2018, et donc, j'en peux plus d'entendre ce que j'entends sur l'IA, parce que c'est du grand n'importe quoi. Les gens disent n'importe quoi. Comme on dit aujourd'hui, c'est pour ça que mon livre, d'ailleurs, il est réimprimé en ce moment, parce que c'est exactement le même discours. Et donc, on dit n'importe quoi. Donc, j'essaye avec un titre un peu provocateur, l'intelligence artificielle n'existe pas. J'essaie d'expliquer ce que c'est pas. Et donc j'étais parti de Samsung pour écrire ce bouquin. Et donc j'ai pris un peu de temps, je l'ai écrit et tout ça. Et puis il y avait le président de Samsung, celui qui m'avait embauché au départ, qui m'appelait régulièrement pour me demander si je voulais revenir. Et je lui ai donné une condition en fait pour revenir. Je lui ai dit, je reviens si on ouvre un centre intéressant à Paris. Pour bénéficier des ingénieurs français que je trouve absolument extraordinaires, mais aussi pour faire bénéficier à Samsung de ces ingénieurs, ce que je pensais être une bonne idée. Et donc, après pas mal de discussions, il a accepté. On a fait l'opening de ce truc ici, là, pas loin en fait de vos bureaux, au bout de la rue, et avec Macron, etc. Donc c'était super. Le président de Samsung était content et moi j'étais content d'ouvrir un truc en France. Donc il y a eu ce petit gap pour ça. J'ai profité, et ça c'est un scoop que je vais vous donner, pour faire aussi une petite escapade chez Amazon. Parce que j'étais curieux de savoir comment ça était et comment ça se passait. Alors, je dois dire que je ne suis pas resté longtemps, parce que je suis resté 6 semaines. Mais, le stage découverte. Le stage découverte, exactement. C'est mon stage de 3e. Mais c'était absolument fabuleux, en fait. Ce qui était marrant, c'est qu'il y a une certaine philosophie que j'ai gardée de ces 6 semaines. Donc, par exemple, la façon dont on présente les produits, ce n'est pas un secret. Et ils font ce qu'ils appellent écrire la fiche de produit. La publicité, tu l'écris avant de demander si tu vas faire le produit. Donc c'est vraiment, il faut être visionnaire sur la façon dont ça va être utilisé par les vrais gens. Et ça, je trouve ça super intéressant. Donc cette partie-là, c'était super, mais tout le reste, c'est une boîte de débiles. Enfin, je veux dire, c'est une boîte de débiles mentaux, quoi. Je crois que c'est les mails que t'as pas trop appréciés, non ? Ah oui, il y a des trucs. Enfin, il y a plein de trucs que j'ai moyen apprécier. Mais en tout cas, bon, c'était pour moi super intéressant. Mais ce que j'ai le moins apprécié, on est quand même dans la Silicon Valley, là, c'est la seule boîte dans la Silicon Valley. Tu dis qu'ils sont radins. Il faut que tu payes ton lunch.
Si tu veux. Alors bon, à Apple, on avait la cantine de la mort, c'est-à-dire que c'était le truc, quand tu vas dans la cantine d'Apple, après tu pleures quand tu vas n'importe où, parce que c'est assez incroyable. La cantine de Samsung était pas mal, mais alors là, quand il faut que je paye pour de la merde, parce qu'il faut bien dire ce que c'était de la merde, bon voilà, ça. Puis en plus, il fallait que je paye aussi pour charger ma voiture. Non, ça, bon, c'est les deux trucs qui n'existent pas dans la vallée, tu vois. Donc, mais donc, la conclusion de ça, c'était que Amazon était une compagnie qui est très intéressante dans la façon dont ils traitent et dont ils font des choses pour leurs clients, parce qu'ils font tout pour leurs clients, mais ils font rien pour leurs employés. Et ça, c'est un peu triste, en fait, parce que dans la Silicon Valley, tu ne peux pas te permettre de faire ça. Et les gens qui étaient tenus, et là, bon, c'est la fin du scoop, on va dire, les gens qui étaient tenus, qui restaient, c'était parce qu'ils étaient vraiment obligés. C'est en général des Indiens qui n'avaient pas leur visa qui allait bien, et donc ils étaient obligés de rester dans la boîte s'ils voulaient rester dans la vallée. Et ça, c'est vraiment dégueulasse. Mais bon, c'était comme ça. Mais c'était cette petite escapade qui m'a quand même appris plein de choses. Et c'est quoi le perks le plus fou qu'on t'ait proposé? Le quoi? Le perk? Le perk. Oh, je sais pas, mais il y en a des débiles, quoi. Il y a des trucs incroyables. Le plus fou, oui, il y en a un, là, je me rappelle plus, mais j'ai fait la liste une fois de tous les perks qu'on m'avait proposés, mais c'était fou. Enfin bon, il y a les trucs classiques, donc, comme on a dit, les repas, midi, matin et soir, hein, matin, midi et soir. Il y a les trucs où tu amènes ton linge, ton sac de linge le matin, tu repars le soir, c'est tout lavé, repassé. Ça, c'est pas mal, ça. Ça, c'est pas mal. Hein. Surtout quand tu es... des petites choses en place chez Daphné, je pense. Quand tu es single, là, quand tu es célibataire, c'est assez sympa, ça. Et puis après, non, il y a plein de trucs. Il y en a un qui était vraiment débile. Je l'ai écrit, mais je ne me rappelle plus là tout de suite. Mais j'ai écrit dans un article que j'ai écrit dans Challenge. J'ai écrit une petite tribune. Et j'avais listé tous les perks les plus débiles. Mais vraiment des trucs incroyables. Ouais, il y en a un, une fois, il y en a qui m'ont proposé une fois par an de partir en vacances avec toute la famille dans la destination de mon choix. Donc ça, c'était un des perks pour m'attirer pour le truc. Donc, enfin, bon, il y a des trucs fous. Bon, maintenant, ça s'est calmé un peu, hein, ces temps-ci. Je dois dire que... Ouais, ça fait 18 mois qu'on en voit un peu moins. Voilà. Donc là, depuis mars 22, en fait, depuis un peu plus d'un an, c'est un peu plus compliqué dans la vallée. 300 000 emplois qui ont été détruits. Mais en même temps, comme je dis souvent, c'est la meilleure chose qui puisse arriver à la vallée, parce que c'est toujours ce qui arrive à la vallée, régulièrement, tous les 7-10 ans. Il y a une grosse vague de licenciements. Et bon, ceux qui sont licenciés, il faut être clair quand même, ils ne sont pas malheureux. Hein. Chez Google, par exemple, les 10 000, les 11 000 qui ont été licenciés, c'est que des gens qui gagnaient $1 million par an ou plus. D'accord ? Donc bon, ça va, ils ont été licenciés avec un petit $1 million aussi. Donc, ils vont prendre 2-3 mois de vacances. Et après, ils vont surtout investir dans les nouvelles startups. Ils vont s'investir eux-mêmes, ils ne sont pas mauvais en général, hein, donc ils vont s'investir eux-mêmes dans ces startups, et donc ça va faire une nouvelle génération de startups qui va à nouveau repartir, et il y aura là-dedans quelques licornes qui vont émerger. Donc c'est super intéressant ce cycle en fait dans la vallée. Et toi-même, tu avais été un petit peu impliqué avec Bravo Brava, qui est un incubateur, c'est ça ? J'ai fait le premier incubateur où on n'avait pas de sous. Donc il y avait Paul Allen, j'ai été inspiré par Paul Allen, donc un des fondateurs de Microsoft, qui avait créé un incubateur qui s'appelait Interval. Il avait créé ça en 97-98, quelque chose comme ça. Mais lui, il avait mis $100 millions dans le truc. Donc, de l'époque, hein, c'est déjà pas mal. Et il avait dit, super, vous faites ce que vous voulez. Il avait pris les meilleurs, les profs de Stanford, machin et tout ça, pour faire des boîtes. Et ils avaient fait des boîtes, mais il avait fait une erreur. Enfin, ce que je considérais qui était une erreur, c'est que les gars, s'ils échouaient, ils pouvaient revenir à Interval. Et moi, quand j'ai créé Bravo Brava, j'ai dit, c'est une super idée de faire ces trucs avec des bons et tout ça, mais j'ai que $1 million. Donc, je vais faire ça avec $1 million. Et la différence essentielle avec Interval, c'est qu'il n'y a pas de safety net. C'est-à-dire que si les mecs ils s'en vont dans une boîte, s'ils décident d'aller dans la boîte, c'est qu'ils sont motivés pour aller dans la boîte, et ils ne peuvent pas revenir à Bravo Brava. Et Bravo Brava a fait 5 boîtes. Il y en a 4 qui ont réussi, donc 80% de réussite. Allen, il a dû faire une trentaine de boîtes. Il y en a 0 qui ont réussi. Voilà. Est-ce que ce serait pas ton côté un peu Frenchy, ça, de pas le droit à l'erreur Non, parce que justement, il y a un truc que j'ai appris depuis longtemps, et par mon passage au MIT, et puis après, en arrivant à Stanford, c'est que vraiment, cette culture de l'échec est super importante. C'est-à-dire, il faut échouer. Alors, on peut échouer publiquement, mais dans une boîte, par exemple, l'échec, c'est pas faire l'échec total de la boîte. L'échec, c'est faire du pivot.
De temps en temps, il faut reconnaître qu'on a échoué dans la direction dans laquelle on va et il faut pivoter vers une autre. D'accord ? Tout en gardant plus ou moins la même technologie, mais juste reconnaître le marché, des choses comme ça. Donc l'échec, ça peut être aussi des trucs beaucoup moins visibles de l'extérieur, mais de l'intérieur, évidemment, c'est un échec dans le sens où on croyait qu'on allait là, mais en fait, on va de l'autre côté. Donc, je pense que ces boîtes-là, en l'occurrence, toutes les boîtes qu'on a fait et qui ont marché, il n'y en a pas une qui a fait le produit qui initialement était le produit prévu. Donc, il faut être clair quand même. Et aujourd'hui, tu es un peu investi, t'es BA ou... Alors aujourd'hui, j'investis plus perso là, parce que en fait, j'ai des startups aussi que j'ai créées. Donc là, en ce moment, je travaille sur 3 startups. Donc, je plus vraiment le temps. Et puis, je dois dire que ma femme m'interdit d'investir, il faut être clair. Donc, Et tu peux nous en dire plus sur les 3 startups ou c'est oui, avec plaisir. Donc, il y en a une qui est faite ici en France, à Toulouse, qui s'appelle Audia, qui est une boîte de TTS, Text-to-Speech. Text-to-Speech, c'est donc de la synthèse vocale. Et donc, qui rajoute de l'émotion dans le text-to-speech. Parce qu'en général, quand on écoute un truc avec de TTS, on a envie de se suicider au bout de 2 minutes, même pas 15 secondes. Dixit, le fondateur de Siri. Non, mais c'est vrai, c'est insupportable parce que c'est plat, il n'y a pas d'émotion, il n'y a pas de vie dans le machin. Et donc là, ici, ce qu'on met, c'est qu'on rajoute de la vie, on comprend le texte, on comprend de quoi ça parle, et en fonction de ce dont ça parle, on change les voix, on fait des trucs vachement intéressants, et donc du coup, on fait des podcasts automatiques. Alors, désolé pour ça, mais on fait des podcasts automatiques à partir d'articles de journaux, et ça marche super bien. On peut même faire des livres. Des audiobooks, des choses. Enfin, c'est assez marrant et donc ça décolle. Il y a une dizaine de personnes à Toulouse. Il y a celle-là. Après, il y en a une à Denver qui est marrante, qui est une boîte. Alors, vous savez, aux États-Unis, on a 50%, plus de 50% d'obèses. C'est assez mauvais. Il y a beaucoup de gens de diabétiques. Et donc, ce qu'on a créé, avec une petite application sur le téléphone. Un machin qui permet de scanner l'assiette, globalement, qu'on a devant nous, et ça vous décompose chimiquement, en fait, tout ce qu'il y a dedans. Au début, on pensait faire que les calories, mais finalement, là, ça marche tellement bien qu'on arrive à décomposer complètement la chimie. Alors, le médecin qui va recevoir ça, il s'en fout, il veut pas la chimie, il veut savoir en gros ce que vous avez bouffé. Et ça marche super bien. Alors, c'est du B2H, comme je dis, donc c'est du business to hospital, donc c'est vraiment pour les hôpitaux. Et donc, c'est pour les cas assez graves, des gens qui doivent vraiment adhérer à un traitement ou adhérer à un régime. Et là, ça les oblige un peu. Et ça marche assez bien. On est en trial là, dans 2 hôpitaux à Denver. Donc ça, c'est sympa. Ça, c'est un truc qui est pour le bien de l'humanité, encore une fois. C'est parce que c'est quand même l'obésité est un problème énorme, c'est qu'à le dire, aux États-Unis. Et puis la troisième et dernière, et c'est la toute petite dernière là, c'est dans le contexte de la suppression des cookies et de tout ce qui est embêtant aussi avec les clics qu'on fait pour la privacy là, on essaye de faire en sorte que la publicité qui va être proposée aux gens soit non seulement pertinente, mais en plus leur apporte des sous. Donc on fait un partage un peu différent de ce qui a été fait jusque-là. C'est-à-dire que quand une publicité est achetée sur le net, son prix est partagé avec les gens qui la regardent. Alors ça semble un peu bizarre comme ça. C'est toute une petite technologie qui est faite, qui marche assez bien et qu'on va présenter en fait la semaine prochaine, donc le 14 juillet. On va commencer à montrer ça. Donc c'est assez nouveau et je pense que ça va avoir un petit succès parce que on dit souvent c'est moi le produit. Si c'est moi le produit, maintenant je vais au moins un peu ramasser dessous quoi. Donc 3 projets finalement qui touchent encore une fois un maximum de gens. Ouais, les gens. Le but du jeu, c'est de faire en sorte que les vrais gens en bénéficient de ces technologies. Donc qu'ils soient le plus transparentes possible et qu'ils en bénéficient le plus possible. On a retracé un peu ton parcours. Alors, peut-être une dernière question sur ce qui t'a fait arriver dans un grand groupe français qui a à peu près rien à voir avec la Silicon Valley et les startups. Ouais. J'ai fait 10 ans de recherche, 10 ans de start-up, 10 ans de grosses boîtes dans la vallée. Donc, après 30 ans là-bas, je me suis dit, mais qu'est-ce que je vais faire ? Donc, je pourrais faire du conseil, je pourrais faire du VC, je pourrais faire des trucs comme ça. Donc, pour les prochaines 10 années, qu'est-ce que ça va être ?
Et puis je me suis dit, j'ai quand même été formé en France, j'ai bénéficié des écoles, de l'éducation française et tout ça. Et puis j'ai amené 2-3 groupes ici, j'ai fait 2-3 startups en France et tout ça. Mais je veux faire quelque chose de mieux pour la France. Alors c'est un peu grandiose et peut-être un peu stupide, mais voilà, je me suis dit, la France m'a donné la Légion d'honneur, ils m'ont donné plein de trucs, donc je vais rendre quelque chose à la France. Voilà, c'était l'idée. Et donc j'ai regardé un peu les trucs, je me suis dit, dans mon imaginaire, l'industrie française est un peu fatiguée, mais dans mon imaginaire, c'était chouette il y a 30, 40, 50 ans. Et quel est le groupe qui est peut-être en difficulté, qui a besoin de technologie. J'ai eu l'opportunité de rencontrer Luca De Meo, donc, qui était nouvellement CEO PDG de Renault. Il venait d'arriver. Il avait un discours qui disait je veux faire de Renault une boîte tech. On s'est rencontrés, ça a cliqué rapidement. Et j'ai dit, je vais venir t'aider. Donc, Renault est une boîte intéressante parce que justement, je pense qu'on peut rajouter beaucoup de technologies, pas seulement dans les voitures, mais aussi dans la façon dont on fait les voitures, dans la façon dont on les fabrique, dont on les conçoit. Donc, que ce soit au niveau du design, au niveau des usines, dans plein d'endroits, on peut injecter de la technologie qui fait que les gens qui travaillent déjà en bénéficient. Encore une fois, l'idée, c'est que ça leur fasse quelque chose, ça fasse quelque chose de mieux pour eux. Et puis après, dans les voitures elles-mêmes, là, c'est plus compliqué parce que les cycles de développement sont plus longs. Mais dans les voitures elles-mêmes, on peut certainement rajouter de la technologie. On voit, tout le monde parle de Tesla tout le temps et compare avec Tesla. Les centenaires, c'est pas que ce soit Ford, Fiat, pas seulement Renault, tous les constructeurs automobiles centenaires, c'est vrai que ils ont l'air un peu dépassés par rapport à ceux qui viennent de la Silicon Valley. Il y en a 3 connus dans la Silicon Valley, Tesla, Lucid, Rivian. Mais en fait, on n'est pas forcément dépassé, donc on peut certainement amener quelque chose. Et c'est pour ça que j'ai choisi d'aller chez Renault. Et justement, et avant de parler peut-être du sujet chaud du moment et de revenir sur ta punchline de l'intelligence artificielle n'existe pas appliquée au LLM, tu as fait la recherche en France aux US, tu es passé côté tech aux US. Là, tu travailles dans l'innovation en France. Est-ce que tu as un peu un retour sur les différences des écosystèmes entre France ou Europe et États-Unis? Et surtout parce que tu dis que les ingénieurs français sont très bons. Comment on fait pour sortir la techno des labos et en faire des boîtes? C'est compliqué. Alors je suis pas j'ai pas la réponse à toutes les questions. Mais mon constat, c'est qu'effectivement, il faut être clair. Nous avons les meilleurs ingénieurs du monde. On se flagelle en permanence en disant qu'on est nul, que notre école est nulle, que machin, tout ça. Certainement, au niveau de l'éducation, on a des trucs à faire parce qu'on laisse beaucoup de gens sur le bord de la route et donc ça, c'est embêtant. Mais nos élites, une fois qu'elles sont formées et qu'elles sont arrivées en haut, elles sont extraordinaires. D'accord ? Donc, on a les meilleurs ingénieurs du monde. J'ai aucun problème à dire ça. Et j'ai des preuves, parce que dans la Silicon Valley, il y a 55 000 Français. Et quand on regarde les 55 000 Français dans la Silicon Valley, la plupart des chefs d'IA, par exemple, dans les grands groupes, Google, Facebook, Netflix, vous prenez n'importe quoi, ils sont français. D'accord ? Donc, arrêtons de nous flageller un peu, donc arrêtons de se râler tout le temps, parce que moi, quand je reviens ici à chaque fois, c'est ce que je vois, ça m'horripile de voir, on se flagelle et on se dénigre, alors qu'on est extraordinaire. Bon, donc ça, déjà, c'est un point. Maintenant, les différences, effectivement, il y en a. Et donc, le fait que les Américains, par exemple, vont monter sur la table pour dire n'importe quoi, CF, Musk, Zuckerberg, etc. Nous, on ne fait pas ça. On est timide, on est trop timide. Alors, je ne dis pas qu'il faut mentir, comme eux, ils font. Mais il faut quand même, des fois, dire qu'on est les meilleurs, d'accord, le faire, le monter sur la table, le clamer, d'accord. Donc ça, c'est la différence. C'est dans l'éducation aussi. Alors, les gamins, au départ, on les fait monter sur la table, littéralement, pour qu'ils disent des trucs et ils sont complètement inhibés dans leur communication. Mais il y a cette culture de l'échec qui est très important. Et on parlait tout à l'heure de l'échec à l'intérieur d'une compagnie, et donc du pivot. Mais cette culture de l'échec est très importante parce que l'échec, ce n'est pas un échec. Enfin, c'est idiot ce que je suis en train de dire, mais l'échec, c'est de l'apprentissage. C'est-à-dire qu'on considère, quand on échoue, qu'on a appris un truc. Et d'ailleurs, les VC, là-bas, quand ils vont vous regarder, ils vont dire, est-ce que toi, tu t'as merdé déjà avant ? Parce que si tu as merdé,
peut-être que tu as appris un truc et peut-être que là, je vais plus te faire confiance. Alors, ça ne veut pas dire qu'il faut merder tout le temps. Hein, et de temps en temps, il faut quand même avoir des réussites. Mais en tout cas, ici, il y a une grosse différence, c'est que quand on échoue, alors par exemple, imagine, tu es ingénieur chez Renault et tu décides de faire ta boîte, et puis ta boîte se plante. Tu vois, et ben là, ça y est, t'es cornérisé, et on te dit, toi, t'es nul. Là, c'est fini. Et ça, c'est une grosse différence avec là-bas, c'est que là-bas, on rebondit. On n'a pas le choix, en fait. On est obligé de rebondir parce qu'on n'a pas tous les filets sociaux que vous avez, vous, d'accord, qui sont le chômage, la retraite, on n'a pas le choix. Donc, du coup, ces rebonds se font à peu près automatiquement, et comme on est obligé, on fait, quoi. Et donc, l'échec, du coup, est beaucoup plus considéré qu'ici, et je pense que ça, c'est un truc qu'il faut qu'on apprenne, parce que, encore une fois, on est les meilleurs. Magnifique. On aime l'entendre. Maintenant, il faut le valoriser. Ouais, alors, donc, j'ai pas répondu à ta question sur la valorisation. Pourquoi on n'arrive pas à valoriser? Parce qu'on fait, depuis une dizaine d'années maintenant ici, en France, on a l'opportunité, on a à nouveau l'opportunité d'entreprendre. La vérité, c'est que pendant des années, des dizaines d'années, on a arrêté l'entrepreneuriat. Et puis, grâce à Fleur Pellerin, et puis à la BPI, et puis à ce qui s'est passé donc, dans les années 2012-2013, il y a eu cette nouvelle vague de Startup Nation, comme dit notre président. Et c'est super. Parce qu'effectivement, moi, de mon temps, si tu veux, des entrepreneurs au niveau des grandes écoles, il y en avait zéro. Il faut être clair, moi j'étais à peu près le seul à vouloir faire un truc, tu vois, mais on était peut-être 0,52%, tu vois. Aujourd'hui, dans les grandes écoles, on voit, c'est pas moi qui ai les chiffres, c'est ce qu'on me dit, il y a au moins 50% des élèves qui ont envie soit de créer leur boîte, soit d'aller dans les startups juste après l'école. Alors que de mon temps, c'était, on allait, quand tu faisais France Télécom, quand tu faisais Télécom Paris, tu allais à France Télécom. Quand tu faisais les mines, tu allais directement dans les trucs de travaux publics, etc. etc. Donc, dans les grosses boîtes. Voilà, donc ça c'est intéressant déjà parce qu'il y a cette volonté au moins d'entreprendre. Donc, et donc parce qu'on est bon, je veux dire, on a quand même des pépites en France, d'accord ? On a des trucs super intéressants. Mais par contre, on a très peu de scale-up. On a beaucoup de start-up, on a très peu de scale-up. Et là, le scale-up, il se fait pas tout seul. Il se fait avec du pognon. Et donc, notre problème, c'est le pognon. Et donc, d'abord, la relation avec l'argent, en général. Donc, on dénigre aussi plus ou moins cette relation, d'accord ? C'est un truc compliqué. Donc, on n'ose pas dire qu'on va gagner du pognon. C'est comme ça, alors ça c'est ça. Mais du coup, c'est pas une histoire juste de gagner du pognon, c'est une histoire d'en avoir. Et donc, alors là, vous êtes des VC, donc je vais faire attention à ce que je vais dire. Il faut pas le prendre mal, mais la vérité, c'est qu'il y a une différence essentielle entre les VC de la Silicon Valley et les VC français, d'accord ? Quand la BPI a créé les trucs et quand il y a eu plein de VC qui sont créés en France, parce que c'est à peu près à cette époque-là vraiment qu'ils sont arrivés, il y a eu beaucoup de banquiers, d'accord ? Et les banquiers, ils font de la banque. C'est-à-dire qu'eux, tout ce qui les intéresse, c'est le retour sur investissement le plus rapidement possible, on va dire, d'accord ? Dans la vallée, on a du capital risque. Donc la différence entre la banque et le capital risque, c'est important. Parce qu'encore une fois, on parlait de failure tout à l'heure, on parlait d'échec tout à l'heure. L'échec, dans capital risque, il y a échec. Et les plus gros fonds qui existent, Kleiner, machin, etc., qui existent sur la vallée, sur Menlo Park, il y a une rue où il y a quand même 150 VC qui sont dans la même rue, d'accord ? Sandy Road, ça s'appelle. Quand tu vas les voir, ils ont tous échoué, mais beaucoup. Ils ont perdu beaucoup d'argent. Ils en ont gagné aussi beaucoup, parce que les trucs que tu fais qui réussissent, 90% des échecs, te donnent 10% de réussite, mais les réussites sont énormes, d'accord ? Mais ils donnent beaucoup d'argent. C'est-à-dire que donner 100 millions de dollars aujourd'hui à une boîte, ici, c'est impossible. Parce que les fonds sont plus modestes, d'accord ? Donc c'est comme ça, c'est impossible. Alors on a vu évidemment récemment Mistral qui a eu 100 millions de dollars. Transition magnifique. Pas par un VC, d'accord ? Par plusieurs VC, et dont 50% américains. Okay ? Mais donc voilà, donc on n'a pas le scale-up est super compliqué parce qu'il faut 100 millions de dollars. Et 100 millions de dollars, c'est beaucoup. On est d'accord, mais on aime beaucoup ce qui arrive aussi ces dernières années où il y a des capitaux étrangers qui viennent financer les scale-up. Et parce qu'une scale-up, il y a aussi une taille de marché en France, on a 66 millions d'habitants. On va pas faire des scale-up franco-françaises, donc on a besoin d'internationaliser. Et ça passe aussi par le capital. Et on est très content d'avoir ces capitaux étrangers qui arrivent à investir dans nos startups et en faire des scale-up.
Mais très bonne transition avec Mistral du coup. Et justement tout ce qui se passe aujourd'hui dans ton sujet fétiche de l'intelligence artificielle, où finalement, on parlait d'impact sur les vrais gens. ChatGPT, c'est l'application qui a atteint le 100 millions d'utilisateurs le plus rapidement de l'histoire. Donc il y a un vrai impact, les gens voient un vrai effet. On aimerait beaucoup avoir ton avis sur est-ce que c'est de l'intelligence artificielle ? Est-ce que ça existe ou est-ce que ça n'existe pas ? Ouais. Alors quand j'ai dit et quand je continue à dire que l'intelligence artificielle n'existe pas, c'est l'intelligence artificielle de Hollywood qui n'existe pas. C'est-à-dire que c'est celle qu'on fantasme, celle du film Her, parce que c'est peut-être bien que je conseille à personne de tomber amoureux de son assistant, ça sert à rien, et son assistant virtuel. Et donc et aussi les films comme Terminator qui font peur. D'accord ? Donc cette intelligence artificielle-là, elle n'existe pas et elle n'existera jamais. D'accord ? Donc par contre, il y a plein d'intelligences artificielles. Et ChatGPT, Midjourney, enfin toutes les intelligences artificielles génératives qui sont apparues depuis un an maintenant, parce que ChatGPT c'est seulement novembre 2022, mais les autres avant, Midjourney, DALL-E, c'était avant, c'était dans l'été, c'était il y a exactement un an. Et donc ces intelligences artificielles-là sont très intéressantes, mais moi je dis que c'est pas une révolution. Ça m'emmerde à chaque fois qu'on me dit on a une révolution. Alors oui, tu as raison, il y a un truc qui est intéressant, c'est que ChatGPT a atteint 100 millions d'utilisateurs en 2 mois. Donc c'est le truc le plus rapide et tout ça. Parce que là, il y a une révolution. La révolution, elle n'est pas dans GPT, elle est dans Chat. Donc c'est le fait qu'on ait eu l'idée, ils aient eu l'idée, alors d'ailleurs c'est pas non plus OpenAI qui a eu l'idée, parce que comme on a dit, avant ça il y avait DALL-E et puis il y avait Midjourney et Stable Diffusion, enfin bon, etc. L'idée essentielle là, pour pouvoir atteindre les utilisateurs, c'est qu'on a donné le chat. Donc on a donné cette fameuse prompt, où je peux maintenant taper en langage naturel ce que je veux, et ça fait des trucs. Et c'est super rigolo, et c'est super bien. Mais le problème, c'est qu'on a quand même donné ça aux gens sans leur expliquer. On leur a expliqué plein de trucs. Par exemple, que ça fait des grosses bêtises. D'accord ? Donc, quand tu demandes à ChatGPT, on parlait de la bio tout à l'heure, si tu demandes à ChatGPT ta bio, il va y avoir plein d'erreurs. Il y aura plein de bêtises dedans. D'accord ? Pas plein, beaucoup, mais il va y en avoir. En fait, il y a eu, et ce qu'on ne dit pas, et ce que je vais vous dire aujourd'hui, il y a eu des études maintenant sur la pertinence de ChatGPT, parce que bon, c'est super d'en faire un dieu, en quelque sorte, ou d'en faire une encyclopédie universaliste, mais ce n'est pas l'encyclopédie universaliste, c'est le reflet du web. Et je pense qu'on sait tous, depuis quelques années maintenant, que sur le web, il n'y a pas que des trucs vrais. D'accord ? Donc on a découvert ça, je pense. Bon. Et donc du coup, il y a eu une étude par l'université de Hong Kong donc, qui a pris 3-4 mois à faire, donc, parce que c'est quand même long à faire, où ils ont pris des millions de faits vrais, alors je mets des guillemets à vrai, parce que ça dépend toujours, le vrai est subjectif, et donc ils ont pris des millions de faits vrais, et ils les ont fait passer à ChatGPT en demandant à ChatGPT si c'était vrai, d'accord ? Et le résultat du papier, de l'étude, c'est un papier qui est assez long, un peu indigeste, mais il donne dans la conclusion le résultat 64%. 64% de pertinence. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que 36% du temps, il dit du caca. D'accord ? Donc il faut quand même être clair. Mais bon, ceci dit, il faut le savoir. Une fois qu'on le sait, on peut s'amuser un peu avec, on peut comprendre que des fois... il faut être clair que le prompt est super important parce que tu peux orienter le truc comme tu veux. Si tu as envie d'écrire un papier sur le fait que la Terre est plate, le truc, il va t'écrire un papier sur le fait que la Terre est plate. Parce qu'effectivement, il y a des platistes sur le web et il y a des gens qui pensent que ça, et donc il va t'écrire un machin, bon, très bien. Mais ça va évidemment être faux, d'accord ? Mais c'est vrai dans le contexte du web. D'accord ? Donc bref, mais ce qui est super important à dire en fait sur ces interfaces, sur ces intelligences artificielles génératives, c'est que contrairement à l'intelligence artificielle classique, enfin celle qui date de 1956, donc ça date pas d'aujourd'hui, on ne s'est pas trompé de nom. D'accord ? Autant l'intelligence artificielle, on n'a jamais dû appeler ça comme ça parce que ça n'a rien d'intelligent, d'accord ? Ce sont des automates, enfin on peut appeler ça ce qu'on veut, machine learning, c'est très bien, système expert, c'est très bien, enfin tout ça c'était très bien, mais intelligence artificielle, c'est idiot, on n'aurait jamais dû appeler ça comme ça. Mais c'est rien, c'est rentré dans le langage normal, donc du coup on appelle ça IA générative. Et le mot-clé évidemment là, c'est générative. Et c'est super important que là, par contre, on ne se soit pas trompé de nom. Le nom est excellent. C'est-à-dire qu'on n'a pas appelé ça IA créative. Si on avait appelé ça IA créative, j'aurais eu beaucoup de travail encore pour expliquer aux gens que vraiment ça ne crée pas.
Ces intelligences artificielles, elles ne font que générer, elles génèrent ce que je lui demande à travers le prompt. Imaginons que je parle à Midjourney et que je dise « Dessine-moi une vache verte sur la tour Eiffel ». La créativité, elle est dans l'image mentale que je viens de me faire de l'image de la vache verte sur la tour Eiffel. D'accord ? C'est moi qui ai créé la vache verte sur la tour Eiffel. Maintenant, Midjourney va me générer 2, 3, 5, 10, 20 images de vache verte sur la tour Eiffel, qui va certainement influer sur mon image mentale et ce que je voulais faire. Moi, j'étais pas capable de dessiner. Donc, j'utilise l'outil. Effectivement, ça me génère des trucs. Puis, je vais le prendre et je vais itérer et réitérer jusqu'à ce que ça ressemble à l'image mentale de la vache verte sur la tour Eiffel que j'avais, ou jusqu'à ce que je trouve que ce qui a été généré est mieux que mon image mentale. Donc, j'ai utilisé l'outil à bon escient pour faire ce que j'avais envie de faire, cette vache verte sur la tour Eiffel. Mais c'est un outil. C'est exactement à comparer à Photoshop il y a 30 ans, il y a 25 ans. D'accord ? C'est exactement la même chose, c'est un outil. J'étais incapable, il y a 25 ans, de dessiner une belle sphère bien jolie avec des belles lumières. D'accord ? Et ben, c'est ce que m'a fait Photoshop. Et aujourd'hui, je génère encore plus de trucs. Ça me permet de faire encore plus de trucs. Ça me permet en fait d'être encore plus créatif. La créativité est dans le prompt. La créativité est de mon côté. La créativité n'est pas dans l'outil. Est-ce qu'on peut parler un tout petit peu aussi, parce que du coup, tu dis les gens sont pas totalement au courant de ce que c'est, et des limites justement, et donc revenir aussi sur les limites au-delà de juste sortir les informations du web, mais sur l'énergie nécessaire à faire tourner ces algos-là, sur les hallucinations aussi qu'ils peuvent avoir. Ouais. Alors on va commencer par les hallucinations parce que c'est relié à ce que fait l'outil lui-même. Et de moins en moins d'ailleurs, parce que comme il y a de plus en plus de limites, de carcans qui sont mis à ces outils, parce qu'on veut éviter qu'ils soient pédophiles, qu'ils soient racistes, qu'ils soient etc. Donc on met de plus en plus de carcans à l'outil, mais l'outil au départ était fait pour générer quelque chose quoi qu'il en soit. C'est te donner une réponse, quelle qu'elle soit, d'accord ? Et donc effectivement, de temps en temps, quand tu te demandais un truc dans le prompt qui était un peu compliqué ou un peu bizarre ou je sais pas quoi, ça allait te générer quelque chose qui n'existait pas sur le web, mais ça allait générer, donc ça allait prendre un peu de trucs un peu partout et faire une purée de tout ça et te générer quelque chose qui est complètement faux, qui est complètement inventé, qui a l'air inventé, et donc qu'on appelle ces hallucinations. Et ça se voit surtout, par exemple, si tu demandes des références de papiers scientifiques. C'est assez rigolo parce que ça a l'air d'être un truc un peu pertinent, un peu pointu, mais comme il ne sait pas, il va t'inventer des papiers, il va t'inventer des références, et c'est marrant parce qu'évidemment, quand tu cherches le papier et les références, ils n'existent pas. D'accord ? Donc les hallucinations ont été mises en lumière assez rapidement, et c'est embêtant. Bon, donc c'est pour ça aussi qu'il faut comprendre que ces hallucinations existent et qu'il ne faut pas faire confiance comme ça. Donc, ce qui est bien avec ces outils, en fait, c'est que ils sont super dans des utilisations spécifiques et on va pouvoir les utiliser vraiment dans les boîtes, tout seul, etc. Mais il faut apprendre à les utiliser dans le sens où ça va aussi aiguiser notre sens critique. Et ça, c'est super important parce qu'en fait, ça va augmenter l'humain encore plus que ce qu'on peut imaginer parce que ça va nous permettre d'être encore meilleurs dans notre sens critique. Pour venir maintenant sur l'énergie, c'est que effectivement c'est une évolution. Comme je disais, c'est pas une révolution. Ces trucs-là, c'est une évolution de ce qui se passe depuis 70 ans. Et donc dans les 20 dernières années, on a eu le machine learning, le deep learning, et maintenant donc on a ces IA génératives qui sont globalement les mêmes idées dans le sens où c'est beaucoup de data, c'est des statistiques sur beaucoup de données. Et dans les années 2000, on va dire, au début des années 2000, fin des années 90, quand on faisait du machine learning, on pouvait faire un reconnaisseur de chat avec 100 000 images de chat. D'accord ? 100 000 images de chat, c'est beaucoup, mais à la limite, tu peux toucher, tu vois, tu sais ce que c'est. Après, on a fait du deep learning. Deep learning, il fallait déjà un peu plus de données. On parlait de millions de données. Et c'était quand même beaucoup. Et là, quand on parle de ChatGPT, quand on parle de ces IA génératives, on parle vraiment de milliards de données. D'accord ? ChatGPT, c'est en gros tout Internet. C'est 175 milliards de données. C'est immense, c'est tout. D'accord ? Et donc, plus on met de données dans les ordinateurs, plus les modèles vont être gros, plus on a besoin de CPU, donc de GPU, et donc de ces puces qui consomment énormément d'énergie. Pour créer un modèle comme ChatGPT, il faut des mois, des semaines au moins, où des GPU vont tourner. Ça coûte des millions de dollars en énergie.
D'accord ? Et donc, c'est énorme. Donc, ce n'est pas sustainable, ce n'est pas, je ne sais plus comment on dit en français. Durable. Ce n'est pas durable, ce n'est pas un truc qui est aussi scalable, décidément. Donc, ce n'est pas sustainable, ce n'est pas scalable. Et donc, aujourd'hui, par exemple, si on avait autant de requêtes ChatGPT que de requêtes Google dans une même journée, on n'a pas assez d'électricité dans le monde pour faire tourner, parce que ça, en plus de ça, les IA génératives, non seulement elles prennent beaucoup d'énergie au moment de la création du modèle, ce que font toutes les autres IA, mais les autres IA, au moment de ce qui s'appelle l'inférence, donc quand on va aller regarder le modèle, ça prend très peu d'énergie. Les IA génératives, elles, prennent énormément d'énergie aussi là. C'est pour ça qu'il n'y aurait pas assez, pour ce nombre de requêtes, il n'y aurait pas assez d'énergie aujourd'hui dans le monde. Donc, c'est pas viable. Donc, ça veut dire quoi ? Ça veut dire que ça va se casser la gueule bientôt. L'idée des IA génératives est super intéressante pour des domaines particuliers. Donc, on va avoir des modèles de plus en plus petits, on va avoir des modèles de plus en plus efficaces, et donc certainement aussi de l'open source, qui vont être entraînés dans des modèles spécifiques, et on va avoir ce qu'ont fait les IA en fait depuis 70 ans, c'est que petit à petit on rêve à quelque chose de générique, de général, les AGI, Artificial General Intelligence, et on se retrouve avec des IA spécialisées super fortes et super intéressantes. En fait, on va recontextualiser les IA, ce qu'on fait très bien en fait. Exactement, ce qu'on fait depuis tout le temps. Et à chaque fois, tu te retrouves avec des outils spécialisés qui sont encore une fois très forts. Il faut pas cracher dessus. Et ce qui est intéressant en fait dans ces IA spécialisées, donc quand on va se retrouver avec des trucs dans les domaines très très bien, c'est que elles vont être beaucoup plus pertinentes aussi. D'accord ? Elles vont être moins gourmandes, plus pertinentes. C'est super. Mais certainement qu'il y aura aussi d'ici là d'autres techniques qui vont arriver, et ça va continuer à rouler comme ça roule depuis, encore une fois, 1956. On aimerait beaucoup continuer la discussion, c'est hyper intéressant. Malheureusement, on va devoir te libérer. Merci beaucoup, Luc. Petit point promo ? Petit point promo du livre ? Non, t'as ton prochain produit ? Tu veux en parler ou c'est encore... C'est encore sur les radars, peut-être ? Non, pour toucher encore un maximum de gens. On a fait des trucs rigolos. Par exemple, là, on va sortir bientôt chez Renault une borne de recharge. C'est à la mode de dire qu'on va avoir des voitures électriques. Donc, on va avoir des bornes de recharge qui vont sortir avec les voitures. Et ces bornes de recharge, elle a des trucs particuliers. C'est qu'elle est made in France. Elle est moins chère que les Chinois. Et elle va faire ce qui s'appelle du bidirectionnel, c'est-à-dire que s'il y a des coupures d'électricité, on a dit qu'on aurait des coupures d'électricité bientôt en France, en Californie on en a tout le temps, mais en France on va avoir des coupures d'électricité, il paraît, si vous avez votre voiture branchée à travers cette borne de recharge, vous n'avez pas de coupure d'électricité parce que votre voiture devient votre générateur. Et ça peut durer 4 jours, la coupure, votre voiture va vous alimenter. Donc ça c'est le genre de truc qu'on sort, là ça va sortir avant la fin de l'année, et ça sera vendu avec les voitures Renault, et c'est des trucs très pratiques, pas cher, parce que moins cher que les Chinois, c'est quand même pas mal, et que les gens vont pouvoir vraiment en bénéficier, parce que non seulement c'est bidirectionnel, comme j'ai dit, mais cette bidirectionnalité elle vous permet aussi, en France, vous avez les heures pleines et les heures creuses, ouais. Donc potentiellement, vous êtes tout le temps en heures creuses. Donc si votre voiture est branchée et que vous faites une machine pendant les heures pleines, la borne est assez intelligente, alors c'est pas très très intelligent, mais la borne est assez intelligente pour dire je vais pas aller chercher l'électricité sur le réseau, je vais aller chercher dans la voiture pendant que je fais la machine, comme ça je reste en heures creuses. Pour un foyer français, on a estimé qu'à peu près les économies sur un an, c'est à peu près 300 €, ce qui n'est pas négligeable. Magnifique. Tous les entrepreneurs qui nous écoutent et qui travaillent justement sur limiter ces pics d'énergie et de consommation, n'hésitez pas à venir nous voir. C'est les sujets d'aujourd'hui et de demain. Et autre point promo, alors je peux pas conseiller parce que je l'ai pas encore lu, mais du coup j'invite les auditeurs à le lire. On va droit dans le mur, tu évoques notamment les conséquences... Point d'interrogation. Point d'interrogation, il est important. Ouais. Et tu traites notamment des conséquences des progrès technologiques sur l'environnement et tu donnes quelques gestes simples pour agir au quotidien. Merci Luc d'être venu. Je vais juste rajouter un autre bouquin, le dernier en fait, qui s'appelle Un Français dans la Silicon Valley, qui est, je dis, super marrant. Donc il est très court, c'est un petit fascicule, mais il est super rigolo. Parce que c'est non seulement ma vie, mon œuvre, mais c'est surtout expliquer pourquoi il n'y aura jamais une Silicon Valley ailleurs que dans la Silicon Valley. Bien noté, ce sera le livre de l'été. Merci Luc, merci Paul. Merci beaucoup. Et on vous invite les auditeurs à partager cet épisode si vous l'avez aimé et à nous suivre pour les prochains. Salut. Merci.